dans la chaleur écrasante d'un après-midi d'août, à la périphérie de Marseille, Antoine Lefebvre, gardien solitaire d'un complexe industriel désaffecté, marchait lentement sur un sol craquelé, poussiéreux, où le temps semblait avoir tout figé. Son regard, usé par des années de routine, s'arrêta soudain sur un éclat métallique à moitié enfoui dans la terre aride. En se penchant, il découvrit une médaille de natation, ternie mais intacte, gravée d'un nom, Lucas Martin, champion régional 2018. Ce nom, comme un murmure du passé, fit naître en lui un frisson d'incertitude. De retour dans son bureau exigu, Antoine, poussé par une curiosité instinctive, tapa ce nom sur son vieil ordinateur. Les articles défilèrent, sombres et inquiétants, Julien et Lucas Martin, frères jumeaux, fils d'un riche industriel, Pierre Martin, disparu sans laisser de traces en 2018. Une affaire jamais élucidée, engloutie par les ombres d'une ville où secrets et corruption s'entrelacent. En alerte, Antoine contacta la police, ranimant une enquête que tous croyaient morte. 7 ans plus tard, cette médaille, tel un cri étouffé, pourrait-elle révéler la vérité? Si c'est votre première visite sur notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de cette énigme troublante. Sous un ciel de plomb, Marseille semblait retenir son souffle en cet été 2018, comme si la ville pressentait une tragédie imminente. Dans une maison cossue du quartier de la Corniche, Julien et Lucas Martin, 2 frères jumeaux de 16 ans, préparaient leur sac de sport avec l'énergie débordante de l'adolescence. Les rires résonnaient dans le couloir, mêlés au cliquetis des médailles qu'ils avaient fièrement remportées en natation. Julien, l'aîné de quelques minutes, taquinait Lucas sur sa dernière victoire régionale, un sourire complice illuminant leurs visages identiques. Ils étaient inséparables, 2 âmes partageant un même rêve, nager jusqu'aux championnats nationaux, peut-être même au-delà. Leur sœur aînée, Claire, une journaliste au tempérament passionné, les observait depuis le salon, un café à la main, le cœur léger face à leur enthousiasme. Elle se souvenait encore du parfum de l'eucalyptus dans le jardin, de la brise tiède qui caressait les rideaux. « Soyez prudents », avait-elle murmuré, presque par réflexe, alors qu'ils franchissaient la porte, sac sur l'épaule, pour rejoindre le club de natation à quelques rues de là. Ce furent ses derniers mots aux garçons. Mais ce jour-là, Julien et Lucas ne sont jamais arrivés au club. Les heures s'écoulèrent, lourdes, oppressantes. Le téléphone de Claire sonna en fin d'après-midi, brisant le silence de son bureau à la rédaction. C'était leur père, Pierre Martin, un homme d'affaires respecté, dont la voix, d'ordinaire assurée, tremblait d'une angoisse contenue. « Les garçons, ils ne sont pas rentrés. » Ces mots, simples en apparence, plantèrent une lame dans le cœur de Claire. Elle abandonna son article en cours, les lignes floues sous ses yeux, et se précipita chez ses parents. La maison, autrefois vibrante de vie, semblait déjà hantée par l'absence. Pierre, le visage fermé, arpentait le salon, refusant de céder à la panique. Il parlait de coups de fil à passer, de contacts à mobiliser, comme si son influence pouvait ramener ses fils. Mais dans ses yeux, Claire devinait une fêlure, une douleur qu'il taisait pour protéger ceux qui restaient de leur famille. La police, appelée en urgence, ne prit pas l'affaire au sérieux dans un premier temps. Des adolescents, ça fugue parfois, avait dit un officier avec une nonchalance qui glaça Claire. Elle savait, au fond d'elle, que ses frères n'auraient jamais fui. Julien, avec son sens du devoir, et Lucas, avec sa spontanéité joyeuse, n'auraient pas disparu sans un mot, sans un signe. Ils étaient liés à leur famille, à leurs rêves, à cette ville qu'ils aimaient malgré ses ombres. Claire passa des nuits blanches à fouiller leur chambre, cherchant un indice, une note, un message. Elle trouva leurs maillots de bain soigneusement pliés, leurs médailles alignées sur une étagère, vestiges d'une vie brutalement interrompue. Chaque objet ravivait un souvenir, Lucas chantant faux sous la douche, Julien corrigeant ses devoirs avec une patience d'ange. Ces images la hantaient, la maintenant éveillée alors que le sommeil fuyait. Pierre, lui, s'enfermait dans son bureau, entouré de contrats et de dossiers, comme si le travail pouvait conjurer l'absence. Mais Claire voyait ses mains trembler lorsqu'il saisissait son verre de vin rouge, le soir, seul à la table familiale. Il parlait peu, mais ses silences hurlaient.
La perte de ses fils n'était pas seulement un vide, c'était une trahison du monde qu'il avait construit pour eux, un empire de certitude qui s'effondrait. Claire, elle, se sentait déchirée entre sa rage d'enquêter et son chagrin. En tant que journaliste, elle voulait des réponses, des faits, des coupables. En tant que sœur, elle ne pouvait s'empêcher de revivre ses derniers instants, se demandant si un mot, un geste aurait pu changer leur destin. 7 ans plus tard, la douleur restait intacte, comme une plaie jamais refermée. Les couleurs chaudes des souvenirs, les éclats de rire, le soleil sur la mer s'étaient éteintes, remplacées par des teintes froides, grises, celles d'une vérité encore enfouie. La médaille trouvée par Antoine Lefèvre, dans ce terrain vague à l'abandon, allait-elle enfin briser ce silence? Ou n'était-ce qu'un écho cruel d'un passé à jamais perdu? Le soleil de midi pesait lourd sur le terrain vague à la périphérie de Marseille, où l'herbe sèche craquait sous les pas des enquêteurs. Inspecteur Vincent Moreau, un homme au visage marqué par des années de secrets et de désillusions, observait la scène avec une méfiance instinctive. Une vieille affaire, une de celles qui laissent des cicatrices invisibles, semblait le hanter alors qu'il tenait entre ses doigts gantés la médaille trouvée par Antoine Lefèvre. Lucas Martin, champion régional 2018, murmurait l'inscription, comme une voix surgie d'un passé oublié. Vincent, dont les yeux gris trahissaient une lassitude profonde, savait que ce n'était pas un hasard. Lorsqu'Antoine, le gardien nerveux, lui avait remis l'objet, il avait senti un frisson familier, celui d'une vérité enfouie qui refusait de rester muette. L'appel à la police avait été rapide, et l'équipe de la scientifique s'était mise au travail, fouillant le sol aride avec une précision chirurgicale. Quelques heures plus tard, une découverte fit monter l'adrénaline, une seconde médaille, portant le nom de Julien Martin, gisait à quelques mètres, à côté d'un vieux sac à dos déchiré et d'une chaussure de sport usée, à moitié rongée par le temps. Vincent, debout sous l'éclat impitoyable du soleil, scrutait ces indices comme s'ils pouvaient parler. Chaque objet semblait crier une histoire inachevée, celle des jumeaux Martin, disparus 7 ans plus tôt. Il connaissait bien ce dossier, un échec qui le poursuivait comme une ombre. À l'époque, la police avait conclu trop vite à une fugue, mais Vincent, déjà sceptique, n'avait jamais cru à cette hypothèse. Ces nouveaux indices, surgis comme un défi, ravivaient son instinct de chasseur. Il ordonna une analyse complète des objets et fit boucler le périmètre, déterminé à ne rien laisser au hasard. Pourtant, dans le fond de son esprit, une vieille blessure se réveillait, un autre cas, une autre disparition, une autre famille brisée. Il chassa ses pensées, serrant les poings pour se recentrer. Ce même après-midi, Claire Martin fit irruption dans son bureau au commissariat central de Marseille. Ses traits tirés, ses yeux rougis par des nuits sans sommeil, trahissaient une douleur intacte. En apprenant la découverte de la médaille, elle avait exigé des réponses, sa voix tremblante d'un mélange de colère et d'espoir. Ce n'est pas une coïncidence, inspecteur, déclara-t-elle, les mains crispées sur le bord de la chaise. Vincent, habitué aux familles désespérées, reconnut en elle une détermination farouche. Journaliste aguerrie, Claire n'était pas du genre à attendre passivement. Elle insista pour participer à l'enquête, arguant qu'elle connaissait ses frères mieux que quiconque. Puis, dans un souffle, elle lâcha un nom, Étienne Renaud. Ce partenaire commercial de son père, Pierre, un magnate de la construction aux manières trop polies, avait toujours éveillé les soupçons des jumeaux. Il disait qu'il les observait, qu'il posait trop de questions sur leurs entraînements, sur leur vie, murmura-t-elle, le regard perdu dans un souvenir. Vincent nota le nom, son instinct s'aiguisant comme une lame. Étienne Renaud. L'homme trônait au sommet d'un empire immobilier, son bureau luxueux au cœur de Marseille offrant une vue imprenable sur le vieux port. Vincent y était déjà allé, pour d'autres affaires, et connaissait la façade impeccable de cet homme, costume taillé sur mesure, sourire calculateur, une aura de pouvoir qui dissimulait peut-être autre chose. Le terrain vague, propriété d'une de ses filiales abandonnées, était-il plus qu'un simple hasard? Vincent sentit une tension monter en lui, un mélange de méfiance et d'excitation. Il ordonna une vérification des registres fonciers et des connexions d'Étienne avec Pierre Martin. Chaque pièce du puzzle semblait s'imbriquer, mais le tableau restait flou, insaisissable. Dans le silence du commissariat,
Alors que la lumière déclinait à travers les stores, Vincent contemplait les photos des jumeaux, épinglées sur un tableau. Leur sourire figé, plein de vie, contrastait avec la froideur des indices posés sur son bureau. La vérité, il le savait, était là, quelque part, enfouie sous des années de silence. Mais chaque pas vers elle semblait réveiller des ombres plus profondes, des secrets que Marseille, avec ses ruelles tortueuses et ses alliances occultes, gardait jalousement. Dans l'ombre d'un Paris gris et pluvieux, l'hiver 2018 enveloppait la ville d'un manteau de secrets. Les rues, humides et luisantes sous les réverbères, semblaient murmurer des vérités que personne n'osait encore révéler. Vincent, un enquêteur tenace aux traits fatigués, et Sophie Laurent, une procureure dont le regard acéré trahissait une détermination sans faille, s'étaient plongés dans une affaire qui empestait la corruption. Ce n'était pas une simple enquête, c'était une plongée dans les abysses de la cupidité humaine, où le pouvoir et l'argent tissaient une toile aussi séduisante que mortelle. Tout avait commencé par un détail, une anomalie dans les registres municipaux. Des contrats de construction, d'une valeur de plusieurs millions d'euros, avaient été attribués à l'entreprise d'Étienne Morel sans le moindre appel d'offres. Ces contrats, qui concernaient des projets d'infrastructures majeurs dans la banlieue parisienne, sentaient le favoritisme à plein nez. Vincent, méticuleux, avait passé des nuits à éplucher des documents administratifs, traquant les incohérences. Sophie, de son côté, avait flairé l'odeur du scandale dès qu'elle avait vu le nom de Jacques Bisset, un haut fonctionnaire de la mairie, apparaître à maintes reprises dans les dossiers. Jacques, avec son sourire poli et ses costumes impeccables, incarnait l'élégance du pouvoir. Mais sous cette façade, Vincent et Sophie découvraient un réseau de transactions opaques, des virements bancaires vers des comptes offshore, des sociétés écrans disséminées comme des miettes dans un jeu de piste. Le 8 mars 2018, une scène avait marqué un tournant. Julien et Lucas, deux jeunes employés de l'entreprise d'Étienne, s'étaient retrouvés par hasard dans un couloir sombre du siège de l'entreprise, tard dans la soirée. À travers la porte entr'ouverte du bureau d'Étienne, ils avaient vu quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir, leur patron, un homme au visage dur et aux manières brusques, tendait une enveloppe épaisse à Jacques Bisset. L'échange était rapide, presque mécanique, comme si ce n'était pas la première fois. Les billets, soigneusement empilés, passaient d'une main à l'autre, scellant un pacte tacite. Julien, le cœur battant, avait murmuré à Lucas qu'il fallait en parler. Mais quand il s'était confié à Pierre, leur supérieur, un homme usé par des années de compromis, celui-ci avait blêmi. « Taisez-vous » avait-il ordonné, la voix tremblante. « Vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds. Oubliez ça si vous voulez garder votre place. » Les deux jeunes hommes, effrayés par l'ampleur de ce qu'ils avaient découvert, avaient choisi le silence. Mais ce silence pesait lourd, comme une pierre au fond de leur conscience. Pendant ce temps, Claire, une journaliste indépendante qui collaborait avec Vincent, se trouvait face à un dilemme déchirant. Elle avait eu vent des magouilles d'Étienne et de Jacques par une source anonyme, et son instinct lui criait de publier un article explosif pour secouer l'opinion publique. Mais Sophie l'avait mise en garde, une révélation prématurée pourrait compromettre l'enquête, faire disparaître des preuves cruciales. Claire, seule dans son petit appartement du Marais, fixait son écran d'ordinateur, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Publier, c'était risquer de tout perdre, attendre, c'était laisser la corruption gangrener davantage la ville. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre la soif de justice et la peur des conséquences. Dans l'esprit des spectateurs, une colère sourde montait. Comment des hommes comme Étienne et Jacques, drapés dans leur aura de respectabilité, pouvaient-ils trahir ainsi la confiance du peuple? Chaque euro détourné, chaque contrat truqué était une blessure infligée à la société, un rappel cruel que le pouvoir corrompt même les âmes les mieux intentionnées. L'atmosphère devenait étouffante, presque palpable, comme si la vérité, trop longtemps étouffée, cherchait à éclater au grand jour. Quelque part, dans un bureau dominant la ville, Étienne observait Paris depuis une fenêtre panoramique. Les lumières de la capitale scintillaient, indifférentes aux secrets qu'elles abritaient. La caméra, perchée en un plan aérien, capturait l'immensité de son empire, symbole d'un pouvoir fragile construit sur des mensonges. Une musique lancinante, aux notes graves et tendues, emplissait l'air, soulignant le danger qui rôdait.
Chaque révélation rapprochait Vincent et Sophie de la vérité, mais aussi d'un précipice où la justice et la vengeance se confondaient. Dans ce monde de tromperie, une question planait, lourde et oppressante, jusqu'où irait-il pour faire tomber ceux qui se croyaient intouchables? L'hiver 2018 s'étirait sur Marseille, une ville où la mer semblait murmurer des secrets que personne ne voulait entendre. Les vents froids balayaient les quais, et dans l'obscurité d'une nuit sans lune, Vincent, l'enquêteur au regard hanté, menait une équipe de légistes vers une destination sinistre, un entrepôt industriel abandonné, à la lisière de la ville. Les révélations de Jacques Bisset, arrachées lors d'un interrogatoire tendu, avaient conduit jusqu'ici. Jacques, brisé par la pression, avait avoué son rôle dans le réseau de corruption orchestré par Étienne Morel. Mais ce n'était pas seulement une affaire de contrats truqués ou d'enveloppes remplies de billets. Il y avait quelque chose de plus sombre, de plus définitif, enfoui sous le béton de cet entrepôt oublié. L'équipe avançait en silence, leurs pas résonnant sur le sol poussiéreux. Vincent, les mâchoires serrées, observait les lieux. L'entrepôt, avec ses murs de tôle rouillés et ses fenêtres brisées, semblait figé dans le temps, comme un tombeau scellé par la cupidité. Un radar à pénétration de sol, manipulé par un technicien, émettait des bips réguliers, troublant le silence oppressant. Puis, un signal. 2 anomalies sous le béton, à quelques mètres de profondeur. Vincent sentit son cœur se serrer. Il savait ce que cela signifiait, mais il refusait encore d'y croire. Les pelles mécaniques entrèrent en action, brisant le sol avec une violence méthodique. Chaque éclat de béton semblait révéler une vérité plus cruelle que la précédente. Claire était là, contre l'avis de tous. La journaliste, dont les traits tirés trahissaient des nuits sans sommeil, avait insisté pour être présente. Elle se tenait à l'écart, les bras croisés, les yeux fixés sur le sol éventré. Lorsque les légistes exhumèrent les premiers restes, l'air devint irrespirable. Un silence lourd s'abattit sur la scène, seulement troublé par le sifflement du vent qui s'infiltrait par les fissures des murs. Les corps, ou ce qu'il en restait, étaient enveloppés dans des sacs grossiers. Avec une délicatesse presque sacrée, un légiste dévoila des fragments de vêtements, une chemise à carreaux, une paire de chaussures usées. Claire vacilla, un cri étouffé s'échappant de ses lèvres. C'étaient les vêtements de Julien et Lucas, ses 2 cousins, disparus depuis des mois. Elle tomba à genoux, les mains tremblantes, incapable de détourner le regard. Les souvenirs affluaient, douloureux comme des lames, Julien riant aux éclats lors d'un dîner de famille, Lucas, le plus jeune, taquinant son frère avec un sourire malicieux. Ces images, si vivantes, contrastaient cruellement avec la réalité froide et implacable sous ses yeux. Vincent, à quelques pas, observait Claire en silence. Une colère sourde montait en lui, mêlée d'un sentiment d'impuissance qu'il connaissait trop bien. Il avait promis de protéger, de trouver des réponses, mais face à cette découverte macabre, il se sentait démuni. Les visages de Julien et Lucas, qu'il n'avait connus qu'à travers des photos et les récits de Claire, semblaient désormais le supplier de rendre justice. Il serra les poings, sa résolution s'aiguisant comme une lame. Étienne, ou quiconque avait orchestré ce crime, paierait. Il le devait à Claire, à ces jeunes hommes fauchés trop tôt, et à sa propre conscience, rongée par des années de combat contre l'injustice. L'entrepôt, baigné d'une lumière pâle et irréelle, semblait figé dans une éternité de désespoir. Les ombres s'étiraient sur les murs, comme des spectres veillant sur les âmes perdues. Le vent, seul témoin de cette tragédie, gémissait doucement, portant avec lui le poids des vies brisées. Les spectateurs, eux, ressentaient une douleur viscérale. Les larmes coulaient en silence, car la vérité, aussi nécessaire soit-elle, était une lame à double tranchant. Elle révélait l'horreur, mais elle ouvrait aussi la voie à une quête de rédemption. Dans ce moment suspendu, alors que Claire pleurait à chaudes larmes et que Vincent jurait en son fort intérieur de ne pas abandonner, une certitude émergeait, la vérité, aussi cruelle soit-elle, était le premier pas vers la guérison. Mais ce chemin serait long, semé d'embûches, et la justice, si elle venait, aurait un goût amer. Sous le ciel lourd de Marseille, l'entrepôt restait silencieux, gardien d'un secret enfin dévoilé, mais à quel prix?
La pluie tambourinait sur les vitres de l'aéroport d'Orly, un soir de mars 2018, où l'air semblait chargé d'une tension presque palpable. Étienne Morel, l'homme au regard fuyant et aux mains tachées de secret, fut intercepté alors qu'il tentait de s'envoler pour la Suisse, un billet pour Zurich serré dans sa poche. Les menottes claquèrent sur ses poignets, un son sec qui résonna comme une sentence. Dans une salle d'interrogatoire exiguë, sous la lumière crue des néons, Vincent et Sophie Laurent faisaient face à l'architecte d'un empire bâti sur la corruption et le sang. Étienne, vêtu d'un costume froissé, n'avait plus l'allure arrogante d'un homme intouchable. Ses épaules s'affaissaient, son visage blême trahissait une peur qu'il ne pouvait plus masquer. Vincent, les yeux perçants, posa une simple question, pourquoi Julien et Lucas? Le silence qui suivit fut insoutenable, un gouffre où chaque seconde semblait creuser plus profondément dans la vérité. Puis, d'une voix rauque, Étienne céda. Il avoua tout, comment il avait serré les gorges des deux jeunes hommes, dans un accès de panique, pour protéger son réseau de corruption. Julien et Lucas avaient vu ce qu'ils n'auraient jamais dû voir, une transaction illicite avec Jacques Bisset, et leur curiosité avait scellé leur destin. Étienne décrivit la scène avec une froideur clinique, une nuit dans l'entrepôt, leurs cris étouffés, le sol bétonné qui deviendrait leur tombeau. Jacques, complice par lâcheté, avait aidé à dissimuler les corps, couvrant le crime d'un voile de silence et de mensonge. Derrière la vitre sans teint, Claire écoutait, pétrifiée. Chaque mot d'Étienne était un coup de poignard, rouvrant la plaie de la perte de ses cousins. Ses poings se serraient, ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes, mais elle restait immobile, comme statufiée par la douleur. Ses yeux, rougis par les larmes qu'elle refusait de laisser couler, croisèrent ceux d'Étienne à travers la vitre. Ce regard, chargé de rage et de chagrin, était une confrontation muette, un cri silencieux pour Julien et Lucas. Pourtant, Claire se contint. Elle savait que perdre son sang-froid risquait de compromettre la justice qu'elle attendait depuis trop longtemps. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre le désir de hurler sa colère et la nécessité de laisser la loi suivre son cours. Vincent, lui, faisait face à un dilemme plus insidieux. Étienne, acculé, offrait une monnaie d'échange, des noms, des dates, des détails sur l'ensemble du réseau de corruption qui gangrénait la ville. En échange, il demandait une réduction de peine. Vincent, debout dans la salle d'interrogatoire, sentait le poids de cette décision. Accepter, c'était peut-être démanteler un système plus vaste, sauver d'autres vies de l'ombre. Refuser, c'était honorer la mémoire de Julien et Lucas, leur offrir une justice sans compromis. Il jeta un regard vers la vitre, devinant la silhouette de Claire, et son cœur se serra. Que valait une vérité à demi arrachée face à la douleur d'une femme qui avait tout perdu? L'atmosphère dans la pièce était suffocante. Les gros plans sur le visage d'Étienne, ses traits crispés, ses lèvres tremblantes alors qu'il livrait sa confession, révélaient un homme brisé par ses propres choix. Une musique grave, aux notes lentes et mélancoliques, enveloppait la scène, amplifiant la douleur qui émanait de Claire, invisible mais omniprésente. Les spectateurs, eux, ressentaient un mélange de fureur et de chagrin. La vérité, enfin dévoilée, avait un goût amer. Elle exposait la laideur de la tromperie, la brutalité d'un crime motivé par la peur de perdre le pouvoir. Mais elle portait aussi une lueur d'espoir, fragile comme une flamme dans la tempête, la vérité, malgré tout, trouvait toujours un chemin pour éclater au grand jour. Dans cette salle d'interrogatoire, sous le regard accusateur de Claire et la détermination froide de Vincent, Étienne n'était plus qu'un homme face à ses fautes. Dehors, Paris continuait de vivre, indifférente au drame qui se jouait dans l'ombre. Mais pour Claire, pour Vincent, et pour les âmes de Julien et Lucas, ce moment marquait un tournant. La justice, si elle venait, serait un baume imparfait sur des blessures qui ne guériraient jamais complètement. Et si vous êtes toujours avec nous à ce stade, laissez un « ici » ou dites simplement « toujours là » dans les commentaires où nous les lisons tous. Le printemps 2019 s'était installé sur Marseille, mais l'air restait lourd, comme si la ville elle-même portait encore le poids des vérités révélées. Dans la salle d'audience du palais de justice, baignée par une lumière pâle filtrée à travers de hautes fenêtres, le silence était presque sacré. Les bancs de bois usés grinçaient sous le poids des spectateurs, des familles, des journalistes,
tous suspendus au verdict imminent. Étienne Morel, jadis un homme de pouvoir, se tenait au centre de la salle, les yeux baissés, ses mains menottées semblant porter le fardeau de ses crimes. À quelques mètres, Jacques Bisset, l'ancien fonctionnaire à l'allure autrefois si soignée, n'était plus qu'une ombre de lui-même, le visage marqué par la honte et la résignation. Le juge, d'une voix grave et mesurée, prononça la sentence. Étienne fut condamné à 24 ans de réclusion pour les meurtres de Julien et Lucas, ainsi que pour sa participation à un vaste réseau de corruption. Sa coopération, qui avait permis de démanteler une toile d'intérêt illicite tissée dans les coulisses de la ville, avait allégé sa peine, mais ne pouvait effacer la gravité de ses actes. Jacques, complice dans la dissimulation des corps et dans les magouilles financières, écopa de 18 ans. Les mots du juge résonnaient dans la salle, froids et définitifs, comme un coup près tombant sur une vie de mensonge. Pourtant, pour ceux qui écoutaient, ce verdict, bien que juste, semblait insuffisant face à l'ampleur de la tragédie. Claire se tenait au premier rang, droite mais fragile, ses mains serrant un mouchoir froissé. Lorsque le juge lui donna la parole, elle se leva, le regard fixé sur Étienne. Sa voix, d'abord tremblante, gagna en force à mesure qu'elle parlait. Elle raconta la douleur d'avoir perdu Julien et Lucas, leurs rires éteints à jamais, leurs projets brisés sous le béton d'un entrepôt. Vous avez volé 2 vies, 2 âmes, pour protéger votre empire de mensonges, dit-elle, ses mots perçant le silence. Elle marqua une pause, ses yeux rencontrant ceux d'Étienne, qui baissa la tête. Mais je refuse de vous laisser voler mon avenir. La haine ne me définira pas, puis, d'une voix plus douce, presque brisée, elle posa une question qui plana dans l'air comme une ombre. 24 ans, est-ce assez pour 2 vies? Personne n'osa répondre. Dehors, Marseille semblait reprendre son souffle. L'enquête, amplifiée par les révélations d'Étienne, avait secoué la ville. Les contrats publics, jadis attribués dans l'ombre, furent soumis à des réformes strictes. Des fonctionnaires furent suspendus, des entreprises mises sous surveillance. La lumière avait percé les ténèbres, mais à quel prix? Les habitants, choqués par l'ampleur de la corruption, se réjouissaient de ces changements, mais une amertume persistait. La justice avait triomphé, mais elle laissait un vide que rien ne pouvait combler. Dans la salle d'audience, la caméra captura l'immensité du lieu, les murs austères baignés par une lumière naturelle qui semblait hésiter entre l'espoir et la mélancolie. Une mélodie au piano, douce et lancinante, accompagnait la scène, ses notes s'élevant doucement vers une tonalité plus lumineuse, comme une promesse de renouveau. Pourtant, cette musique ne pouvait masquer le sentiment de vide qui étreignait Claire. Elle quitta le tribunal, son manteau flottant dans le vent printanier, et s'arrêta un instant pour contempler la mer au loin. Ses larmes, qu'elle avait retenues si longtemps, coulèrent enfin, discrètes mais libératrices. Les spectateurs, eux, ressentaient un mélange complexe d'émotions. La satisfaction de voir Étienne et Jacques punis se heurtait à une sensation d'inachevé. La justice était rendue, mais elle ne ramènerait pas Julien ni Lucas. Elle ne guérirait pas les blessures de Claire, ni celles d'une ville trahie par ceux qui devaient la servir. Le verdict, aussi nécessaire soit-il, rappelait une vérité universelle: la justice peut punir, mais elle ne peut effacer la douleur. Sous le ciel de Marseille, où les vagues continuaient de murmurer, la vie reprenait son cours, marquée à jamais par les ombres d'un passé douloureux. L'automne 2024 enveloppait Marseille d'une lumière douce, presque consolatrice, comme si la ville cherchait à apaiser les blessures du passé. 5 ans s'étaient écoulés depuis le procès qui avait secoué la région, 5 ans depuis que les noms de Julien et Lucas Martin étaient devenus synonymes de tragédie, mais aussi de résilience. Claire, dont le visage portait encore les traces d'une douleur jamais tout à fait effacée, se tenait à l'entrée d'un petit bureau du quartier de la Joliette. Une plaque modeste ornait la porte, Fondation Les Jumeaux Martin. Ce lieu, né des cendres d'un drame, était devenu un phare d'espoir pour ceux qui cherchaient des réponses dans l'ombre d'une disparition. Après le verdict, Claire avait refusé de se laisser engloutir par le chagrin. Les souvenirs de Julien et Lucas ou leurs sourires complices, leurs éclats de rire lors des soirées d'été étaient trop précieux pour être réduits à une simple tragédie. Elle avait puisé dans sa douleur une force nouvelle,
fondant la fondation Les Jumeaux Martin pour soutenir les familles confrontées à la disparition d'un être cher. En 5 ans, la fondation avait résolu 17 affaires, redonnant un visage à ceux que l'on croyait perdus à jamais. Chaque dossier clos était une victoire, non pas contre le passé, mais pour l'avenir. Les familles, reconnaissantes, parlaient de Claire comme d'une femme dont le courage avait transformé leur désespoir en espoir. Pourtant, elle se contentait de répondre, d'une voix douce, « Ce n'est pas moi. C'est Julien et Lucas. Ils me guident. » Ce soir-là, sous un ciel strié de rose et d'or, Claire se rendit au cimetière de Saint-Pierre, à la périphérie de Marseille. Les tombes de Julien et Lucas, bordées de lavande, se dressaient côte à côte, baignées par la lumière chaude du crépuscule. Elle s'agenouilla, posant une main tremblante sur la pierre froide. « Vous me manquez » murmura-t-elle, les yeux brillants de larmes qu'elle ne retenait plus. « Mais je vous promets que votre lumière ne s'éteindra jamais. » Dans ce moment d'intimité, elle leur parla de la fondation, des vies qu'elle avait aidé à reconstruire, des familles réunies grâce à leur mémoire. Elle sourit faiblement, un sourire teinté de mélancolie mais aussi de paix. Dire adieu n'était pas oublier, c'était transformer la douleur en un legs durable. À Marseille, la fondation Les Jumeaux Martin était devenue plus qu'une organisation. Elle était un symbole, un rappel que même dans les heures les plus sombres, la communauté pouvait se rassembler pour guérir. Les habitants, touchés par l'histoire des deux frères, participaient aux initiatives de la fondation, organisant des collectes de fonds ou partageant des informations pour retrouver des disparus. Les marchés animés du Vieux-Port, les ruelles étroites de Noailles, tous vibraient d'une nouvelle énergie, celle d'une ville déterminée à ne plus laisser les siens sombrer dans l'oubli. Les journaux locaux parlaient de Claire avec respect, mais elle esquivait les éloges, préférant travailler dans l'ombre, fidèle à la mémoire de ses cousins. Sous le ciel déclinant, la caméra captura Claire, seule face aux tombes, sa silhouette se détachant contre l'horizon. La lumière du couchant enveloppait le cimetière d'une chaleur apaisante, comme une caresse de l'au-delà. Une mélodie de violon, douce et vibrante, s'éleva, ses notes dansant entre le chagrin et l'espoir. Chaque accord semblait porter un message, de la tragédie pouvait naître quelque chose de beau, quelque chose d'éternel. Les spectateurs, eux, ressentaient une vague d'émotion, un mélange de paix et d'inspiration. La douleur de Claire, bien que toujours présente, s'était muée en une force qui transcendait sa propre histoire. En quittant le cimetière, Claire leva les yeux vers les étoiles naissantes. Marseille, avec ses cicatrices et sa résilience, continuait de vivre. La fondation Les Jumeaux Martin n'était pas seulement un hommage à Julien et Lucas, c'était une promesse, gravée dans le cœur de la ville, que l'espoir pouvait fleurir là où la douleur avait autrefois régné. Et dans ce crépuscule, sous le regard bienveillant des astres, Claire sut qu'elle n'était pas seule. L'automne 2025 peignait Marseille d'une lumière dorée, comme si la ville, autrefois marquée par le deuil, s'ouvrait enfin à un renouveau. Dans un bâtiment rénové du quartier de la Joliette, Claire se tenait devant une foule rassemblée pour un moment historique, l'inauguration de l'Académie Les Jumeaux Martin. Ce lieu, bâti en mémoire de Julien et Lucas, formait chaque année 50 nouveaux enquêteurs, des âmes déterminées à percer les mystères des disparitions, à ramener des réponses là où il n'y avait que des questions. Les murs de l'Académie, ornés de photos des deux frères souriant sous le soleil provençal, semblaient vibrer d'une promesse, celle de transformer la douleur en action. Lors de son discours d'ouverture, Claire, vêtue d'une robe sobre mais élégante, s'adressa à l'assemblée d'une voix claire, teintée d'une émotion contenue. « Chercher la vérité, c'est plus qu'un métier, dit-elle, ses yeux brillant d'une conviction forgée dans les épreuves. C'est un hommage à ceux que nous avons perdus, à Julien et Lucas, dont l'esprit nous guide. Ils m'ont appris que la justice n'est pas seulement une fin, mais un chemin vers l'espoir. » Ces mots, portés par une brise légère, touchèrent les cœurs, rappelant à chacun que même les tragédies les plus sombres pouvaient engendrer un avenir meilleur. Sous un ciel éclaboussé d'étoiles naissantes, Claire s'éloigna de la foule et leva les yeux vers l'horizon. Un sourire, fragile mais sincère, illumina son visage, comme si elle envoyait un message silencieux à ses cousins. La musique d'un chœur majestueux s'éleva, enveloppant la scène d'une aura d'espoir et de détermination. La caméra s'attarda sur l'Académie, puis sur Claire,
dont le regard semblait toucher l'infini. Leur DSN, à travers elle, changeait le monde. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres récits où la vérité triomphe des ténèbres. Partagez et laissez un commentaire pour continuer à faire vivre l'espoir. Si vous pensez que ces histoires méritent de l'attention, pas de la pitié, de la sensibilisation, pas de l'exploitation, alors aidez-nous à les raconter avec dignité.